Le 21 octobre 2001, Mathieu et Lucas Lefebvre, deux frères de 16 et 10 ans, se sont volatilisés dans leur petit village côtier de Port-Brumeux, en Bretagne. Pendant 15 longues années, leur disparition est restée l'une des énigmes les plus douloureuses de France. Un dossier classé sans corps, sans témoin, sans mobile. L'affaire était un abîme de silence, un mystère parfait. Jusqu'à ce qu'en 2016, une simple notification de réinitialisation de mot de passe, liée à une vieille adresse e-mail, oubliée, vienne tout faire basculer, prouvant que le coupable n'avait jamais été loin. Comment la vérité a-t-elle pu rester enfouie si longtemps, si proche de tous, dissimulée par le brouillard et les secrets d'une communauté soudée? Avant de vous révéler comment cette boîte mail a mis au jour une conspiration qui a glacé toute une région, dites-nous de quelle ville vous nous regardez et abonnez-vous. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer l'engrenage d'événements que cette découverte a déclenché. Ce dimanche d'automne avait pourtant commencé comme tous les autres. Le soleil filtrait à travers les nuages bas, une lumière douce typique de la côte bretonne. Mathieu et Lucas jouaient dans le jardin de la maison familiale. L'aîné, Mathieu, était probablement perdu dans ses pensées, tandis que Lucas, plein d'énergie, courait autour de lui. Leur mère, Hélène, les a vus pour la dernière fois par la fenêtre de la cuisine vers 15 heures. 1 heure plus tard, le silence s'était installé. Un silence anormal, pesant. Dans le jardin, il ne restait que le vélo de Lucas, couché sur l'herbe, comme abandonné à la hâte. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucun cri entendu par les voisins, aucune demande de rançon. C'était comme si les deux garçons avaient été effacés du paysage, emportés par la brume qui commençait à monter de la mer. La panique initiale des parents s'est rapidement transformée en une angoisse qui allait devenir le cœur de leur existence. Pour Hélène et Alain Lefebvre, les parents, la vie s'est arrêtée ce jour-là. Leur maison, autrefois pleine de rires et de vie, est devenue un sanctuaire de douleur, un mausolée où le temps s'est figé. Les chambres des garçons sont restées intactes, les lits faits, les posters au mur, les jouets à leur place, comme si Mathieu et Lucas allaient franchir la porte d'un instant à l'autre. Hélène s'est réfugiée dans un espoir fragile, accomplissant chaque année les mêmes rituels de mémoire, notamment celui de s'asseoir devant le vieil ordinateur de Mathieu, tentant en vain d'accéder à sa messagerie. C'était sa façon de maintenir un lien, de refuser d'accepter l'inacceptable. Sa douleur était une présence silencieuse et constante, un poids qui écrasait chaque recoin de la maison et de son âme, la condamnant à un deuil impossible, un deuil sans fin. Alain, lui, a réagi différemment. Le chagrin l'a transformé en un homme amer, rongé par la méfiance. Ancien pêcheur respecté, il a perdu sa joie de vivre et sa confiance en l'humanité. Chaque voisin, chaque ami, chaque visage familier de Port-Brumeux est devenu un suspect potentiel à ses yeux. Il repassait en boucle les derniers jours, les dernières conversations, cherchant un indice, un regard, un mot qui aurait pu trahir une intention cachée. Le silence de la communauté, au lieu de le réconforter, l'a convaincu que des gens savaient quelque chose, mais se taisaient. Cette obsession a creusé un fossé entre lui et Hélène, leurs deux formes de deuil étant devenues incompatibles. Il menait sa propre enquête, une quête solitaire et désespérée qui l'isolait un peu plus chaque jour, le laissant seul face à un monstre invisible qui avait dévoré sa famille. L'enquête officielle, menée à l'époque par l'inspecteur Rousseau, s'est rapidement heurtée à un mur. En 2001, la technologie pour analyser la vie numérique d'un adolescent comme Mathieu était encore balbutiante. Son ordinateur a été examiné, mais son activité en ligne, ses discussions sur des forums, ont été considérées comme des passe-temps sans importance, une piste jugée secondaire. Les enquêteurs se sont concentrés sur les pistes classiques, enlèvement, fugue. Mais rien ne collait. Port-Brumeux, avec sa communauté fermée où tout le monde se connaît, est devenu un labyrinthe d'impasses. Les interrogatoires n'ont rien donné. Les habitants se montraient solidaires en apparence, mais un voile de non-dit semblait recouvrir la ville. L'affaire est devenue le plus grand échec de la carrière de l'inspecteur Rousseau, une obsession qui le hante encore aujourd'hui à la retraite. La ville de Port-Brumeux elle-même est devenue un personnage de cette tragédie. Connue pour son brouillard persistant qui peut envelopper le littoral en quelques minutes, la météo locale est devenue une métaphore parfaite de l'affaire. Une vérité cachée, insaisissable. Après la disparition, une paranoïa sourde s'est installée. Les portes, autrefois laissées ouvertes, se sont fermées à double tour. Les conversations se sont faites plus basses dans les cafés. La solidarité de façade cachait une peur profonde,
Et si le coupable était l'un des leurs? Un voisin, un ami, un membre de la communauté. Cette suspicion a empoisonné les relations pendant des années. Le silencieux, un voisin un peu reclus, a servi de bouc émissaire parfait pendant un temps, mais sans aucune preuve. Les soupçons se sont dilués pour laisser place à un malaise collectif, un secret partagé que personne n'osait formuler à voix haute. Les premières années ont été un supplice pour la famille Lefebvre, rythmée par les fausses pistes et les espoirs déçus. Chaque signalement anonyme, chaque rumeur, chaque voyant prétendant avoir une vision ravivait la flamme de l'espoir avant de la souffler brutalement. Un jour, un appel anonyme affirmait avoir vu les garçons dans une autre région de France. Les parents s'y sont précipités, le cœur battant, pour finalement faire face à une cruelle déception. Une autre fois, une lettre est arrivée, exigeant une rançon, mais elle s'est avérée être le fait d'un escroc sans scrupules. Chaque échec était une nouvelle blessure, un rappel brutal de leur impuissance. La presse nationale s'est emparée de l'affaire, puis, lentement, l'a oubliée, la reléguant au rang des cold cases. Pour le reste du monde, les frères Lefebvre n'étaient plus qu'un fait divers, mais pour leurs parents, il restait une absence assourdissante. L'impact sur la communauté de Port-Brumeux a été durable, bien que subtil. Le drame a agi comme un révélateur des fissures cachées sous la surface d'une petite ville parfaite. Les familles se sont divisées entre ceux qui voulaient passer à autre chose pour préserver la réputation du village et ceux qui, comme Alain Lefebvre, ne pouvaient accepter le silence. Le tourisme, vital pour l'économie locale, a souffert pendant un temps. Le nom de Port-Brumeux était désormais associé à ce mystère sombre. Les enfants n'avaient plus le droit de jouer, dehors sans surveillance, et une méfiance latente s'est installée entre les générations. Les plus anciens, gardiens des traditions et des secrets, semblaient apporter un poids sur leurs épaules, leur regard fuyant toute question directe sur l'affaire. La disparition était devenue un tabou, un fantôme collectif qui hantait les rues pavées et les quais du port. Au fil des ans, l'enquête a été rouverte plusieurs fois, sans succès. De nouvelles technologies d'analyse ADN ont été appliquées à de vieux scellés, de nouveaux profilaires ont étudié le dossier, mais le point de départ restait le même, une absence totale de preuves matérielles. L'inspecteur Rousseau, même après sa retraite, continuait de rendre visite aux Lefebvre, apportant avec lui les dossiers jaunis de l'affaire. Il passait des heures à revoir les mêmes cartes, les mêmes témoignages, les mêmes photographies, cherchant une faille, un détail oublié. C'était un rituel douloureux, une façon de maintenir les garçons en vie en refusant d'abandonner la quête de la vérité. Pour Rousseau, c'était plus qu'un simple cas. C'était une dette personnelle envers cette famille brisée et envers ses deux enfants dont les visages le hantaient la nuit. Pendant ce temps, la vie numérique de Mathieu, si négligée en 2001, continuait d'exister dans le cyberespace comme une capsule temporelle. Son compte de messagerie Wanadoo, son profil sur des forums de discussion aujourd'hui disparus, tout cela représentait un pan entier de sa vie, que personne n'avait vraiment exploré. À l'époque, Internet était encore un nouveau monde, et pour les enquêteurs, c'était un territoire obscur et peu fiable. Ils n'avaient pas compris que pour un adolescent introverti comme Mathieu, le monde virtuel était peut-être plus réel et plus important que le village de Port-Brumeux. C'est là qu'il pouvait être lui-même, loin du regard des autres. C'est là, dans ce monde invisible aux yeux des adultes, que se cachait la clé de l'énigme, attendant patiemment que quelqu'un, 15 ans plus tard, pense enfin à regarder au bon endroit. 15 ans, c'est une éternité pendant laquelle l'affaire Lefebvre a lentement glissé des unes des journaux aux archives poussiéreuses de la gendarmerie. Chaque année, à la date anniversaire, un bref article rappelait la tragédie, une simple piqûre de rappel pour une France qui avait d'autres drames à suivre. Pour Hélène et Alain, cependant, chaque jour était le 21 octobre 2001. Le monde avançait. Les saisons passaient, les enfants de leurs amis grandissaient, mais chez eux, le temps était suspendu à cet après-midi d'automne. Cette stagnation était leur prison. La maison, autrefois un foyer de joie, était devenue une scène de crime figée, où chaque objet, chaque recoin murmurait l'absence. Le deuil ne pouvait commencer car l'espoir, même le plus infime, est un poison qui empêche la cicatrisation. Ils vivaient dans un purgatoire, ni vivants, ni morts, simplement en attente. L'inspecteur Rousseau, désormais à la retraite, n'a jamais vraiment classé l'affaire dans son esprit. Elle est devenue l'ombre de sa carrière, le dossier qu'il rouvrait mentalement lors de ses longues nuits d'insomnie. Il avait tout essayé,
Les battues, les appels à témoins, les interrogatoires serrés, les analyses des rares éléments matériels. Il avait même fait appel à un psychologue pour tenter de dresser le profil d'un éventuel ravisseur. Mais à chaque fois, le résultat était le même, le néant. Port-Brumeux était une huître fermée. Il sentait que des gens savaient, ou du moins suspectaient quelque chose, mais la peur, ou peut-être la loyauté mal placée, scellait les lèvres. Cette impuissance la rongeait. Il se sentait personnellement responsable de l'agonie des Lefebvre, une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. Le dossier trônait toujours sur son bureau, un monument à son échec. Pour Hélène, la survie passait par des rituels immuables. Chaque matin, elle ouvrait les volets des chambres de ses fils, comme pour laisser entrer un jour nouveau qu'ils ne verraient jamais. Elle époussetait leurs affaires, parlait à leurs photos, leur racontait les banalités de sa vie vide. C'était sa façon de les maintenir en vie. Mais son rituel le plus sacré et le plus douloureux se déroulait devant le vieil ordinateur de Mathieu. Chaque semaine, elle l'allumait, attendant que le système d'exploitation obsolète se charge, et elle tentait d'accéder à sa messagerie. Mati 16, Lulu 10, Port-Brumeux Soleil. Elle essayait toutes les combinaisons de mots de passe imaginables, un mélange de surnoms, de dates, de rêves d'adolescents. Chaque échec était un coup de poignard, mais abandonner aurait été comme les tuer une seconde fois. Alain, lui, avait choisi une autre voie pour gérer sa douleur, la colère. Il patrouillait le village comme un loup en cage, son regard accusateur balayant chaque visage. Il avait perdu son travail au port, incapable de supporter la pitié ou les murmures dans son dos. Ses journées se passaient à refaire le trajet que ses fils auraient pu emprunter, à fouiller les mêmes sentiers côtiers, les mêmes criques isolées, espérant trouver un indice que la police aurait manqué. Il s'était brouillé avec presque tout le monde, y compris avec Hélène. Son obsession pour un coupable tangible, une personne à haïr, l'empêchait de partager le deuil plus introspectif de sa femme. Il voyait des complots partout, un silence organisé pour protéger un monstre. Cette méfiance l'a consumé, le laissant seul avec ses démons, face à une mère qui avait avalé ses enfants. Au cœur de cette paranoïa collective se trouvait le silencieux, un homme solitaire vivant en marge du village. Son vrai nom était Jean-Pierre Marek. Il vivait seul, parlait peu, et son jardin en friche détonnait avec les parterres soignés de ses voisins. Il est rapidement devenu le suspect idéal. Des rumeurs ont commencé à circuler. On l'aurait vu observer les enfants. Il aurait eu une altercation avec Alain Lefebvre des années auparavant. La gendarmerie l'a interrogé à plusieurs reprises, a perquisitionné sa modeste maison de fond en comble. Ils n'ont jamais rien trouvé. Aucune preuve, aucun lien, rien. Mais pour la communauté, sa culpabilité était une évidence confortable. Le pointer du doigt permettait de détourner le regard des autres, peut-être de soi-même. Jean-Pierre Marek a été acquitté par la justice, mais condamné par le village, vivant le reste de sa vie comme un paria. La fracture entre Alain et Hélène s'est creusée avec le temps, devenant un abîme silencieux au milieu de leur lit. Ils ne se parlaient presque plus de l'affaire. Pour Hélène, évoquer les garçons était une façon de les honorer, de garder leur mémoire vivante. Pour Alain, chaque mention était un rappel de son échec en tant que père, de son incapacité à les protéger. Il ne supportait pas de voir les chambres intactes, ces musées de la douleur que sa femme entretenait avec une dévotion morbide. Il voulait du concret, une action, une vengeance. Elle cherchait du réconfort dans le souvenir. Leurs deux deuils étaient devenus irréconciliables. Ils vivaient sous le même toit, mais dans deux mondes parallèles, unis uniquement par une tragédie qui les avait en même temps séparés pour toujours. La maison Lefebvre était devenue la maison de deux solitudes. Les années ont passé, et Port-Brumeux a fait de son mieux pour oublier. Le drame est devenu une sorte de folklore macabre, une histoire que l'on racontait à voix basse aux nouveaux arrivants. La vie a repris ses droits. De nouveaux commerces ont ouvert, des enfants sont nés, et le souvenir des frères Lefebvre s'est estompé, recouvert par le voile du quotidien. Pour beaucoup, tourner la page était une nécessité, une question de survie pour l'image et l'économie du village. Mais ce déni collectif avait un prix. Le malaise persistait, comme une humidité qui imprègne les murs. On évitait soigneusement le sujet, et si quelqu'un le mentionnait, les conversations se coupaient net. Le silence de Port-Brumeux n'était pas un oubli, c'était un secret gardé collectivement,
une blessure que l'on refusait de soigner de peur de découvrir la gravité de l'infection. 10 ans après la disparition, un jeune journaliste ambitieux d'un quotidien régional a tenté de relancer l'affaire. Il a passé plusieurs semaines à Port-Brumeux, essayant de délier les langues. Il a réinterrogé les témoins de l'époque, a exploré de nouvelles pistes, notamment celle de la vie numérique de Mathieu, que l'enquête initiale avait à peine effleurée. Mais il s'est heurté au même mur de silence que l'inspecteur Rousseau une décennie plus tôt. Les gens étaient polis, mais évasifs. C'est une vieille histoire. Il faut laisser les morts en paix. Ça ne sert à rien de remuer tout ça. Le journaliste est reparti avec la conviction que la clé de l'énigme se trouvait bien à Port-Brumeux, mais qu'elle était protégée par une loi du silence plus forte que n'importe quelle enquête. Son article intitulé « Port-Brumeux, le village qui ne voulait pas savoir » n'a fait que renforcer le ressentiment des habitants. L'échec de ce journaliste a eu un effet dévastateur sur les Lefebvre. C'était peut-être leur dernier espoir de voir l'enquête bouger. Après son départ, un sentiment d'abandon total s'est installé. La justice les avait oubliés, les médias les avaient oubliés, et même leur propre communauté semblait vouloir les oublier. C'est à cette période que la santé d'Alain a commencé à décliner sérieusement. Le stress, la colère et le chagrin l'avaient usé. Hélène, de son côté, s'est encore plus enfermée dans son monde de rituels. L'ordinateur de Mathieu est devenu son unique confident. Elle ne cherchait plus vraiment un mot de passe. Elle cherchait une connexion, un signe, n'importe quoi qui pourrait briser le silence assourdissant de ces 15 années. C'était un acte de foi désespéré dans un monde qui semblait avoir perdu toute logique et toute pitié. C'est ainsi que nous arrivons à ce matin d'octobre 2016, 15 ans jour pour jour après la disparition. La routine d'Hélène est la même. Le café, la visite aux chambres vides, puis s'asseoir devant le vieil ordinateur. La machine met de plus en plus de temps à démarrer. L'écran cathodique grésille. Elle ouvre le navigateur, tape l'adresse du service de messagerie Wanadoo, qui n'existe presque plus. Elle entre l'identifiant Mathieu Lefebvre. Puis, machinalement, elle s'apprête à taper un autre mot de passe voué à l'échec. Mais ce jour-là, son regard est attiré par une option qu'elle n'avait jamais vraiment considérée sérieusement. Un petit lien bleu sous le champ du mot de passe. Mot de passe, oublié. Une impulsion, un geste fait sans réfléchir, qui allait pourtant déclencher une avalanche et prouver que la vérité n'attendait qu'un simple clic pour refaire surface. Le doigt d'Hélène a survolé la souris, tremblant légèrement. Cliquer sur « mot de passe ». Oublier semblait à la fois futile et sacrilège. C'était admettre une défaite, une rupture définitive du lien qu'elle essayait de préserver. Pourtant, après 15 ans de tentatives infructueuses, une lassitude immense l'a poussée à le faire. Une nouvelle page s'est affichée, demandant une adresse e-mail de récupération. Machinalement, elle a tapé la sienne. Mathieu, prévoyant, l'avait certainement configurée ainsi des années auparavant, au cas où, comme il aimait le dire. Elle a validé, sans le moindre espoir, s'attendant à un message d'erreur, à une impasse de plus. Elle s'est levée pour se faire un thé, laissant l'ordinateur tourner, déjà résignée au silence habituel. Mais cette fois-ci, le silence allait être brisé par le son strident d'une notification qu'elle n'attendait plus. De retour dans le bureau, son regard a été attiré par sa propre boîte de réception, ouverte dans un autre onglet. Un nouvel email était arrivé. L'expéditeur, service client Wanadoo. L'objet, confirmation de réinitialisation de mot de passe. Le cœur d'Hélène s'est arrêté. Elle a cliqué les mains moites. Le message était court, technique, impersonnel. Bonjour, nous vous confirmons que le mot de passe associé au compte mathieulefebvrewanadoo.fr a été réinitialisé avec succès hier, le 20 octobre 2016. Hier, pas aujourd'hui, pas par elle, quelqu'un d'autre. La confusion a laissé place à un vertige glacial. Pendant 15 ans, ce compte était une tombe numérique, un sanctuaire, silencieux. Et soudain, quelqu'un venait de profaner ce lieu sacré. Quelqu'un était actif. Quelqu'un, après tout ce temps, avait commis une erreur. La première vague de choc passée, une énergie féroce, presque sauvage, a envahi Hélène. C'était la chose la plus concrète qu'elle ait eue en 15 ans. Plus qu'une rumeur, plus qu'une vision de voyant. C'était une preuve numérique, une trace indélébile dans le cyberespace. L'espoir, ce sentiment cruel qu'elle avait appris à étouffer, a refait surface avec une violence inouïe. Mais cet espoir était mêlé à une terreur nouvelle. La personne qui avait fait ça pouvait tout effacer. Chaque seconde comptait. Elle a attrapé son téléphone, ses doigts,
peinant à composer le numéro d'Alain. Pour la première fois depuis des années, elle n'appelait pas pour partager sa peine, mais pour crier qu'elle avait trouvé quelque chose. Une piste, une vraie piste. La guerre contre le fantôme qui avait volé ses enfants venait de recommencer. Alain a décroché, sa voix chargée de la lassitude habituelle. Mais le ton d'Hélène l'a immédiatement alertée. Elle parlait vite, de manière saccadée, expliquant l'email, la date, la réinitialisation. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Alain, l'homme qui avait passé 15 ans à chercher un ennemi de chair et de sang, a eu du mal à comprendre que la première brèche venait d'un monde virtuel qu'il ne comprenait pas. Mais il a compris l'essentiel. Quelqu'un était là. Le monstre invisible venait de laisser une empreinte. La colère qui le consumait s'est transformée en une concentration glaciale. « Ne touche plus à rien », a-t-il dit, sa voix retrouvant une autorité qu'Hélène n'avait pas entendue depuis des années. « J'appelle Rousseau. Reste près de l'ordinateur. » Le fossé qui les séparait venait de se combler. Ils étaient de nouveau une équipe. L'inspecteur Rousseau, réveillé de sa sieste, a d'abord cru à une mauvaise blague. Mais la voix d'Alain était sans équivoque. En quelques minutes, le vieil enquêteur a compris l'ampleur de la découverte. C'était la faille. La première erreur du coupable en 15 ans. Une erreur d'arrogance, probablement. Penser que personne ne se souciait plus de ce vieux compte email. Son cœur de policier s'est mis à battre plus vite. L'adrénaline, une sensation qu'il pensait oublier, a parcouru ses veines. « Je suis là dans 20 minutes », a-t-il lancé avant de raccrocher. Il a enfilé sa vieille veste, celle qu'il portait sur les scènes de crime, et a attrapé les dossiers Lefebvre qui n'avaient jamais quitté son bureau. La chasse n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Quand Rousseau est arrivé, la maison des Lefebvre vibrait d'une tension palpable. Le vieil ordinateur trônait sur le bureau, non plus comme une relique, mais comme la pièce à conviction la plus importante de l'affaire. Rousseau a immédiatement pris les choses en main. Il a écouté Hélène raconter chaque détail, chaque clic, chaque émotion. Il a examiné l'email de confirmation. Son analyse était rapide et claire. Ils étaient dans une course contre la montre. La personne qui avait réinitialisé le mot de passe l'avait fait pour une raison, probablement pour effacer des informations compromettantes. Il ou elle pense probablement que personne n'a rien vu, mais s'il y a le moindre doute, tout sera détruit, a-t-il expliqué. Il ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. La police officielle serait trop lente. Il fallait une autre approche. C'est là que l'idée est venue à Hélène, sa nièce Chloé, la fille de sa sœur, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui travaillait dans l'informatique à Rennes. Elle était née avec Internet. Pour elle, ce monde numérique n'avait aucun secret. C'était un pari, mais il n'avait pas le choix. Rousseau a hésité un instant, méfiant à l'idée d'impliquer un civil, mais il a vite reconnu la logique de la situation. Les procédures officielles prendraient des jours, voire des semaines, pour obtenir une autorisation d'accès au compte. D'ici là, tout aurait disparu. Il a donné son accord. Hélène a appelé Chloé, lui expliquant la situation avec une urgence qui a immédiatement convaincu la jeune femme de prendre sa voiture et de faire les 2 heures de route jusqu'à Port-Brumeux sans poser de questions. L'arrivée de Chloé a marqué un tournant. Elle est entrée dans cette maison figée dans le temps, un souffle de modernité dans un lieu hanté par le passé. Devant l'ordinateur obsolète, elle n'a montré aucune hésitation. Avec une efficacité calme, elle a écouté le récit, analysé l'email et posé des questions précises. L'erreur qu'ils ont commise est classique, a-t-elle expliqué en regardant les visages anxieux des 3 aînés. Ils ont sous-estimé le lien affectif. Ils ont pensé que ce compte était mort et enterré. Ils n'ont pas imaginé que tante Hélène ferait cette vérification précisément ce jour-là. Sa confiance, purement technique et dénuée de pathos, était étrangement rassurante. Pour la première fois, les Lefebvre et Rousseau sentaient qu'ils avaient une longueur d'avance sur leur adversaire invisible. Le plan de Chloé était simple mais audacieux. Tenter de réinitialiser le mot de passe à leur tour était inutile. L'adresse de récupération avait probablement été changée. La seule solution était de contacter directement le fournisseur d'accès, Orange, qui avait absorbé Wanadoo des années auparavant. C'est là que l'implication de Rousseau devenait cruciale. Chloé préparerait le dossier technique, mais c'est lui qui devrait passer l'appel. Utiliser son ancien statut d'inspecteur de la gendarmerie pour parler au service juridique et exiger un gel immédiat du compte au nom d'une enquête pour double homicide. C'était une course. Chaque minute qui passait, le coupable pouvait être en train de cliquer sur « supprimer ».
effaçant à jamais la clé de l'énigme. La tension dans la petite pièce était à son comble. Rousseau a pris une profonde inspiration et a composé le numéro. Il a dû naviguer à travers des serveurs vocaux, des opérateurs de premier niveau, mais il a tenu bon, répétant avec une autorité froide « Passez-moi votre service juridique, c'est une urgence liée à un double homicide non résolu ». Finalement, il a obtenu un responsable. Il a exposé les faits, le nom des victimes, la date de la disparition, la nouvelle preuve numérique. Il a insisté sur l'urgence absolue de la situation. De l'autre côté de la ligne, il y a eu un silence, puis la promesse d'examiner la requête immédiatement. Ce n'était pas une victoire, mais c'était une porte entr'ouverte. Pour la première fois en 15 ans, l'enquête avançait. Dans le silence de la maison Lefebvre, le bruit des touches du clavier de Chloé, qui préparait déjà l'étape suivante, résonnait comme le battement d'un cœur qui recommençait à vivre. Les heures qui suivirent furent une épreuve d'attente insoutenable. Le silence dans la maison Lefebvre n'était plus celui du deuil, mais celui d'une tension extrême, une corde tendue au-dessus d'un précipice. Hélène, Alain et Rousseau restaient assis près de l'ordinateur, comme si s'en éloigner pouvait rompre le charme fragile de ce nouvel espoir. Chaque sonnerie de téléphone les faisait sursauter. Finalement, en fin d'après-midi, le téléphone de Rousseau sonna. C'était le service juridique d'Orange. Il confirmait avoir reçu la requête officielle et, au vu de l'urgence et de la nature de l'affaire, avait procédé à un gel conservatoire du compte. Personne ne pouvait plus y accéder, ni pour le consulter ni pour l'effacer. C'était une première victoire, mais elle ne faisait que souligner l'ampleur de ce qui restait à découvrir. La vérité était désormais enfermée dans un coffre-fort numérique, mais ils n'avaient pas encore la clé. Ce fut Chloé qui brisa le silence, son visage illuminé par l'écran de son propre ordinateur portable qu'elle avait installé à côté de la vieille tour de Mathieu. Le compte est gelé, c'est bien, mais ça ne nous dit pas qui a tenté d'y accéder. L'information cruciale maintenant, c'est l'adresse IP. Elle expliqua en termes simples ce que cela signifiait. Chaque connexion à Internet laisse une trace, une sorte d'adresse postale numérique qui peut, dans de nombreux cas, être retracée jusqu'à un lieu physique. La personne qui avait réinitialisé le mot de passe l'avait fait depuis un ordinateur, quelque part. Trouver cette adresse IP était la prochaine étape, la piste qui pouvait les mener directement au coupable. Pour Hélène et Alain, ce langage technique était étranger, mais ils comprenaient l'essentiel. Le fantôme qu'ils poursuivaient depuis 15 ans avait une adresse. La bataille administrative reprit de plus belle. Obtenir une adresse IP d'un fournisseur d'accès est une procédure légale stricte, qui nécessite normalement une commission rogatoire d'un juge d'instruction. Cela pouvait prendre des semaines. Rousseau passa les 2 jours suivants au téléphone, usant de toute son influence, de tous ses anciens contacts dans la gendarmerie et la justice. Il argumenta, insista, menaça presque. Il décrivit l'agonie de la famille Lefebvre, le poids de ces 15 années de silence et l'opportunité unique qui se présentait à eux. Il jouait sa dernière carte, non pas en tant que policier, mais en tant qu'homme hanté par une affaire non résolue. Sa persévérance, alimentée par la vision des visages d'Hélène et Alain, finit par payer. Un ancien collègue, désormais haut placé, accéléra la procédure. Ils allaient avoir l'information. La réponse tomba 3 jours plus tard dans un email laconique adressé à Rousseau. Une suite de chiffres incompréhensibles pour un non-initié. L'adresse IP qui avait servi à la réinitialisation du mot de passe. Il la transmit immédiatement à Chloé. Le silence se fit de nouveau dans la pièce, tandis que la jeune femme tapait frénétiquement sur son clavier, utilisant des outils en ligne pour géolocaliser l'adresse. Les secondes s'étirèrent, devenant des minutes. Puis Chloé releva la tête, son visage pâle. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle. « L'adresse IP ne vient pas d'une maison privée. Elle est enregistrée au nom d'une entreprise. » Elle tourna son écran vers eux. Le nom qui s'affichait était connu de tous à Port-Brumeux. Un nom synonyme de réussite et de respectabilité. Un nom qui glaça le sang de tout le monde dans la pièce. L'adresse IP appartenait aux Pêcheries du Large, la plus grande entreprise d'import-export de la région, le joyau économique de Port-Brumeux. Son propriétaire, Yves Bernard, était l'une des figures les plus influentes de la ville, un homme connu pour sa philanthropie et son implication dans la vie locale. Pour Alain Lefebvre, ce fut comme un coup de poing en pleine poitrine. Il avait toujours suspecté que le secret était gardé au sein de la communauté,
mais ils n'auraient jamais imaginé un nom aussi puissant. La théorie d'un prédateur isolé, d'un marginal comme le silencieux, vola en éclats. La disparition de ses fils n'était pas un acte aléatoire. Elle était liée à quelque chose de bien plus grand, de bien plus organisé. Une conspiration dont le cœur battait au centre même de leur village. Rousseau et Alain se regardèrent. Un même éclair de compréhension passa dans leurs yeux. Yves Bernard avait un fils, Thomas. En 2001, Thomas avait 18 ans, à peine plus âgé que Mathieu. Il était connu pour être un garçon à problème, souvent impliqué dans des histoires troubles, mais toujours protégé par la fortune et l'influence de son père. Soudain, une nouvelle hypothèse, terrible, a pris forme. Et si Thomas Bernard était impliqué? Et si, 15 ans plus tard, en fouillant dans de vieilles affaires, il avait découvert que Mathieu avait laissé une trace numérique compromettante? La réinitialisation du mot de passe n'était plus une erreur arrogante, mais un acte de panique. Thomas Bernard, aujourd'hui un homme d'affaires respectable, avait tenté d'effacer les péchés de sa jeunesse, réveillant par inadvertance le fantôme qu'il croyait endormi pour toujours. Avec cette nouvelle information capitale, Rousseau put enfin obtenir ce qu'il voulait, un accès complet et légal à la boîte mail de Mathieu. Orange coopéra pleinement. Chloé se connecta cette fois-ci en tant qu'assistante officielle de l'enquête. Le cœur battant, elle ouvrit le compte. La déception fut immédiate et brutale. La boîte de réception était vide. Le dossier des messages envoyés était vide. La corbeille était vide. Thomas ou quiconque avait accédé au compte avait fait le ménage. Hélène sentit ses espoirs s'effondrer. Mais Chloé, méthodique, ne s'avoua pas vaincue. « Il y a un dernier endroit où regarder », dit-elle calmement. Un endroit que les gens oublient souvent. Elle déplaça le curseur et cliqua sur le dossier « Brouillon ». À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul fichier. Un email non envoyé, sauvegardé automatiquement le 21 octobre 2001 à 14h30. Le titre du brouillon était simple, presque banal, « Note pour plus tard ». Mais la date de dernière modification a fait l'effet d'une décharge électrique. 21 octobre 2001, 14h30. Une demi-heure avant que leur mère ne les voie pour la dernière fois. D'une voix tremblante, Chloé a commencé à lire à voix haute. Ce n'était pas un email destiné à quelqu'un, mais un journal intime numérique, le déversoir des pensées secrètes d'un adolescent trop intelligent pour son petit village. Les premières lignes décrivaient une excitation mêlée de peur, la sensation d'avoir découvert quelque chose d'immense, de dangereux. Pour Hélène et Alain, c'était comme entendre la voix de leur fils aîné, pour la première fois en 15 ans, un murmure venu d'outre-tombe, leur racontant enfin le secret qui lui avait coûté la vie. La vérité était là, écrite en pixels sur un écran fatigué. Le texte était précis, presque clinique. Mathieu y détaillait comment, en explorant des forums de discussion dédiés à la sécurité maritime et au commerce international, il avait commencé à remarquer des incohérences dans les itinéraires de certains navires accostant à Port-Brumeux. En recoupant des informations, des bribes de conversations entendues au port et des données publiques, il avait acquis une certitude terrifiante. Les pêcheries du large, l'entreprise d'Yves Bernard, le bienfaiteur de la ville, n'étaient qu'une façade. Mathieu avait découvert que l'entreprise utilisait sa flotte de pêche pour un trafic bien plus lucratif, le transport de marchandises illégales, dissimulés au milieu des cargaisons de poissons. Le nom d'Yves Bernard, prononcé à voix haute par Chloé, a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre, brisant la dernière parcelle d'innocence de Port-Brumeux. Mathieu décrivait dans son journal numérique son mélange d'effroi et d'adrénaline. Il se sentait comme le héros d'un film d'espionnage. Il avait compris que le brouillard légendaire de la région n'était pas seulement une contrainte météorologique, mais un allié pour les trafiquants, un rideau naturel qui masquait les transbordements discrets au large des côtes. Il parlait de la dualité de la ville, de ces visages souriants à l'église le dimanche qui devenaient des ombres silencieuses sur les quais la nuit. Il n'y avait aucune naïveté dans son analyse, seulement la clarté effrayante d'un esprit brillant qui avait connecté des points que personne n'osait regarder. Il savait qu'il était en danger. Il écrivait « C'est plus grand que tout ce que j'imaginais. Ces gens ne reculeront devant rien pour protéger leurs secrets. » Le brouillon révélait également que Mathieu n'agissait pas complètement seul. Il mentionnait un ami, un autre passionné d'informatique d'une ville voisine, avec qui il échangeait sur un forum sécurisé. Ensemble, ils avaient prévu de tout rassembler dans un dossier anonyme et de l'envoyer à la presse nationale.
Mais Mathieu avait besoin d'une dernière preuve, un témoignage humain pour corroborer ses découvertes numériques. Et il l'avait trouvé. Il écrivait qu'il avait été contacté par un pêcheur des pêcheries du large, un homme rongé par la culpabilité et prêt à parler. Un rendez-vous avait été fixé pour ce même après-midi, dans une crique isolée, loin des regards. C'était le but de sa sortie ce dimanche-là. Il n'allait pas jouer. Il allait rencontrer sa source pour faire éclater la vérité. Puis vinrent les dernières lignes du texte. Des lignes qui firent suffoquer Hélène. Chloé hésita, puis lut d'une voix brisée. « Lucas n'arrête pas d'insister pour venir avec moi. Il sent que quelque chose se passe et il veut être dans le secret. Je vais l'emmener, mais il attendra à l'entrée du sentier. C'est plus sûr. De toute façon, il ne se passera rien. » Ces mots furent un poignard dans le cœur des parents. La vérité, dans toute son horreur, était là. Lucas, dans son adoration pour son grand frère, avait insisté pour le suivre dans sa mission secrète. Et Mathieu, peut-être pour ne pas éveiller les soupçons de ses parents, en laissant son petit frère seul ou simplement par lassitude, avait cédé. Cette décision, prise dans une innocence tragique, avait scellé le destin des deux garçons. L'histoire s'est alors écrite d'elle-même dans l'esprit de tous. Mathieu et Lucas se sont rendus à la crique, mais le rendez-vous était un piège. Le pêcheur repenti n'était qu'un appât, ou peut-être a-t-il été forcé de les trahir. Attendant leur jeune informateur, les hommes d'Yves Bernard ont dû être surpris et certainement paniqués de voir non pas un mais deux garçons. Mathieu, le témoin direct, et Lucas, le témoin innocent, le visage reconnaissable du petit dernier de la famille Lefebvre, qui avait tout vu. Dans la logique froide et criminelle des trafiquants, il ne pouvait y avoir de survivants. La disparition n'était pas un enlèvement. C'était une double exécution, suivie d'une dissimulation rapide et efficace, protégée par le silence d'une poignée d'hommes et la peur de toute une communauté. La dernière pièce du puzzle était la réinitialisation du mot de passe. L'explication est devenue limpide. Thomas Bernard, le fils d'Yves, avait récemment repris les rênes de l'entreprise familiale. En faisant le tri dans de vieilles affaires, ou peut-être alerté par une conversation, il était tombé sur une référence à ce compte e-mail, une bombe à retardement numérique que son père avait peut-être oublié ou sous-estimé. Pris de panique à l'idée que cette preuve puisse encore exister, il a commis l'erreur fatale. Il a tenté d'effacer le passé, de nettoyer la dernière trace du crime de son père. Mais dans son arrogance, il n'a fait que pointer un projecteur sur le secret le mieux gardé de Port-Brumeux, offrant à la famille Lefebvre la clé qu'elle avait cherchée pendant 15 longues et insoutenables années. Le brouillon de Mathieu a agi comme une détonation. Fort de cette preuve irréfutable, l'inspecteur Rousseau, sorti de sa retraite pour une dernière danse, avec la justice, a coordonné une opération de gendarmerie d'une ampleur inédite à Port-Brumeux. Au petit matin, alors que le brouillard habituel enveloppait encore le port, les forces de l'ordre ont frappé. Yves Bernard a été arrêté dans sa luxueuse villa, son visage passant de l'incrédulité à une rage froide. Son fils Thomas a été appréhendé dans les bureaux des pêcheries du large, s'effondrant en larmes, au moment où les menottes se sont refermées sur ses poignets. Simultanément, 3 autres hommes, des pêcheurs fidèles à Bernard depuis des décennies, ont été interpellés à leur domicile. Le spectacle de ces piliers de la communauté, emmenés comme de vulgaires criminels, a fait voler en éclats la façade respectable de Port-Brumeux, révélant la pourriture qui se cachait sous la surface. Confronté au journal numérique de Mathieu, le vieux pêcheur qui devait être sa source s'est effondré. Rongé par un cancer et par 15 années de culpabilité, il a tout avoué. Il a raconté le piège, la panique des hommes de Bernard en voyant le petit Lucas, et la décision terrible prise en quelques secondes. Il n'a pas participé au meurtre, mais son silence l'a rendu complice. En larmes, il a dessiné une carte sommaire de la crique, marquant d'une croix l'endroit où les corps avaient été enterrés à la hâte, sous un rocher en forme de voile. Quelques heures plus tard, une équipe médico-légale creusait la terre sablonneuse. La découverte des restes des deux frères a mis un terme brutal et définitif à l'espoir insensé qu'Hélène avait secrètement nourri. La vérité était là, tangible, insupportable, mais c'était la vérité. Le long purgatoire de l'incertitude était enfin terminé. Le procès qui s'ensuivit fut un événement national, le procès de Port-Brumeux. Les preuves étaient accablantes. Le brouillon de Mathieu était la pièce maîtresse, un témoignage d'outre-tombe d'une clarté glaçante.
La trace de l'adresse IP de Thomas Bernard était l'erreur qui avait tout déclenché. La confession du pêcheur mourant a scellé le sort des accusés. Yves Bernard, fidèle à son personnage, n'a jamais montré le moindre remords, niant tout en bloc avec une arrogance qui a choqué le jury. Thomas, lui, était un homme brisé, avouant avoir tenté de couvrir son père non par loyauté, mais par peur. Les verdicts furent sans appel. La réclusion criminelle à perpétuité pour Yves Bernard et ses 2 complices directs. Thomas écopa d'une lourde peine pour association de malfaiteurs et entrave à la justice. La justice avait été rendue, mais pour Hélène et Alain assis au premier rang, cela n'avait pas le goût de la victoire. Après le verdict, la maison Lefebvre, autrefois un mausolée de douleurs silencieuses, est devenue un lieu de deuil véritable. Hélène et Alain ont enfin pu organiser des funérailles pour leur fils. Toute la ville de Port-Brumeux était présente, non par solidarité, mais par honte collective. Pour la première fois depuis des années, les parents se sont tenus la main, unis non plus par une quête, mais par une douleur partagée et enfin reconnue. La vérité, aussi atroce soit-elle, avait comblé le fossé qui les séparait. Ils pouvaient enfin parler de Mathieu, non seulement comme d'une victime, mais comme d'un jeune héros courageux, qui avait vu ce que personne ne voulait voir. Ils pouvaient pleurer Lucas, l'enfant innocent, emporté par la loyauté envers son grand frère. Le long hiver de leur chagrin laissait enfin place à un printemps timide et fragile. Port-Brumeux ne s'est jamais vraiment remise du scandale. Le nom de la ville est devenu synonyme de secret et de complicité. Les pêcheries du large ont fait faillite, laissant des dizaines de familles sans emploi et une cicatrice béante sur l'économie locale. La communauté a dû faire face à son propre reflet dans le miroir, celui d'un village qui avait préféré sacrifier 2 enfants sur l'autel de sa tranquillité et de sa prospérité. Jean-Pierre Marek, le silencieux, a été publiquement disculpé. Certains sont venus lui présenter des excuses maladroites, mais les 15 années de paria avaient laissé des marques indélébiles. Il est mort seul, 1 an après le procès, une autre victime collatérale du silence de Port-Brumeux. La ville a appris à ses dépens qu'un secret enfoui ne disparaît jamais. Il empoisonne les racines jusqu'à ce que tout s'effondre. Quelques années plus tard, la maison des Lefebvre a été vendue. Hélène et Alain ont déménagé loin de la côte, cherchant un anonymat que Port-Brumeux ne pourrait plus jamais leur offrir. On les voit parfois revenir 1 fois par an à la date anniversaire. Ils ne vont plus au cimetière. Ils se rendent sur la falaise qui surplombe la crique, là où tout s'est terminé. Ils ne pleurent plus. Ils restent là, en silence, regardant la mer qui a failli garder leur secret pour toujours. La mémoire de Mathieu est devenue un symbole, celui de la vérité qui finit toujours par trouver son chemin, même à travers le brouillard le plus épais. Leur histoire rappelle à tous qu'aucune disparition n'est une fatalité, et que parfois la justice n'attend qu'un simple clic pour se réveiller, même 15 ans plus tard. Si vous pensez qu'aucune victime ne doit être oubliée, et que la quête de la vérité est essentielle, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur des affaires qui méritent d'être racontées. Merci de nous avoir écoutés. L'héritage de l'affaire Lefebvre a dépassé le simple cadre d'un fait divers résolu. Il est devenu un cas d'école en France, un symbole puissant de la manière dont la persévérance d'une famille, alliée à une trace numérique presque insignifiante, peut démanteler une conspiration tissée dans le silence et la peur. L'histoire de Mathieu et Lucas n'est plus seulement celle d'une tragédie, mais celle d'une victoire posthume de l'intelligence sur la violence brute, de la vérité sur le mensonge organisé. Elle a servi de leçon glaçante à de nombreuses communautés, rappelant que derrière les façades les plus respectables peuvent se cacher les secrets les plus sombres, et que même après une décennie et demie, une porte laissée entr'ouverte dans le monde virtuel peut suffire à faire entrer la lumière et à exposer les monstres qui se croyaient à l'abri dans l'ombre. La mémoire des 2 frères est aujourd'hui honorée de 2 manières distinctes, qui illustrent le fossé persistant entre la communauté et la famille. Sur la place du port de Port-Brumeux, une plaque de bronze a été scellée sur un muret de granit. Elle porte les noms de Mathieu et Lucas Lefebvre, emportés par la folie des hommes. C'est le geste public de la ville, une tentative de racheter sa conscience collective. Mais pour Hélène et Alain, ce mémorial est froid, impersonnel. Leur véritable lieu de recueillement est ailleurs. C'est ce sentier côtier, cette falaise surplombant la crique où tout a basculé. C'est là qu'ils honorent le vrai Mathieu, le jeune, détective courageux, et le vrai Lucas,
le petit frère loyal jusqu'au bout. Leur souvenir n'est pas gravé dans le métal, mais dans le vent et les vagues, là où leur histoire s'est achevée. Pour Port-Brumeux, la leçon a été brutale et durable. Le nom même du village, autrefois évocateur de charme et de mystère, est devenu une marque d'infamie. Le brouillard n'est plus une simple caractéristique météorologique, mais le symbole d'un aveuglement volontaire. La communauté a dû apprendre à ses dépens que le silence érigé en vertu pour protéger un des siens n'est en réalité qu'une forme de complicité qui finit par tout empoisonner. La confiance, qui était le ciment de cette petite société, s'est brisée en 1000 morceaux. Les regards se sont faits fuyants, les conversations plus prudentes. La ville a compris que le véritable monstre n'était pas seulement Yves Bernard, mais aussi le confort lâche de ceux qui ont préféré ne rien voir et ne rien dire, laissant 2 enfants payer le prix de leur tranquillité. La plus profonde transformation a cependant eu lieu au sein de la famille Lefebvre. La découverte du brouillon de Mathieu, si douloureuse fut-elle, leur a offert un cadeau inestimable, la connaissance. Ils n'ont pas seulement retrouvé les corps de leurs enfants, ils ont découvert l'homme que leur fils aîné était en train de devenir. Ils ont compris que sa mort n'était pas le fruit du hasard, mais la conséquence de son courage. Cette vérité a permis à leur deuil de changer de nature. La douleur de l'absence est toujours là, immense, mais elle est désormais mêlée à une immense fierté. En trouvant un sens à cette tragédie, Hélène et Alain ont pu se retrouver, leur amour renforcé par l'épreuve et par l'héritage héroïque de leur fils. Ils ont enfin pu commencer à guérir, non pas en oubliant, mais en se souvenant de la bonne manière. Si vous pensez qu'aucune victime ne doit être oubliée et que la quête de la vérité est essentielle, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur des affaires qui méritent d'être racontées. Merci de nous avoir écoutés.